Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Réconcilier la jeunesse avec la lecture à l'heure où la pratique s'écroule et où des recommandations sont livrées au gouvernement pour limiter le temps d'écran. Vaste challenge, mais surtout, les jeunes lisent-ils vraiment moins? Est-ce la faute aux écrans? On en parle avec nos invités dans quelques minutes. Réunir des enfants au parcours ordinaire avec des enfants au parcours extraordinaire, des enfants cabossés par la vie afin qu'ils puissent réaliser leur rêve de gosse. C'est le défi que s'est lancé Jean-Yves Glémé. Il sera notre invité en seconde partie d'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Loïc Landreau nous emmène dans ces pays qui ont déjà choisi de restreindre le temps d'écran de leur jeunesse. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce rapport alarmant d'une commission d'experts sur l'utilisation des écrans par les enfants. Ce groupe de travail composé de neurologues, d'addictologues et de pédopsychiatres a rendu ses conclusions à Emmanuel Macron et il formule des recommandations très claires. Aucun écran pour les enfants de moins de 3 ans. Pas de télévision, d'ordinateur, de tablette et une utilisation minimale du téléphone dans les crèches et les écoles maternelles. Interdiction du smartphone avant 11 ans. De 11 ans à 15 ans, pas d'internet sur le téléphone et pas de réseaux sociaux avant 15 ans. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, était invitée de France Inter ce matin et elle a réagi justement à ces recommandations. Il faut distinguer, selon moi, l'usage du téléphone, des réseaux sociaux, qui doit être, à mon avis, totalement réglementé, en tout cas pour les enfants, de l'usage du numérique pédagogique. Et pour moi, un outil numérique accompagné, c'est-à-dire avec l'enseignant à proximité, qui mesure les apprentissages et les progrès des apprentissages. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être rejeté parce que il est absurde de penser que notre société future se fera sans numérique. Et si l'école ne travaille pas à l'utilisation du numérique avec les enfants, alors je crois que notre école de demain est totalement ratée. Nicole Belloubet qui va néanmoins dans le sens de ce rapport puisqu'elle souhaite limiter l'utilisation des téléphones portables au collège, notamment pour éviter les phénomènes de harcèlement. Mon idée, à vérifier pour la mise en œuvre, on peut l'expérimenter. Il y a une loi qui interdit cela. Mais l'idée, c'est évidemment que les portables puissent être déposés à l'entrée et qu'ils ne circulent pas dans les collèges, puisque c'est ça qui s'est passé sur l'affaire Samara. Ça va se faire? C'est matériellement possible? Je pense que c'est matériellement possible. Je voudrais vraiment que nous puissions faire cela. Après, c'est une autre question que celle que vous posez sur l'interdiction de l'utilisation des réseaux sociaux et l'autorisation parentale entre 13 et 15 ans. On a des idées sur la manière de faire. Nous disposons à l'Éducation nationale d'un portail qui s'appelle EduConnect. Il faut mesurer sur la question de savoir si cela peut être utilisé ou s'il y a des difficultés en matière de données partagées. Ça, c'est un point qui mérite d'être travaillé. Et puisqu'on évoque cette notion de harcèlement lié aux réseaux sociaux, Nicole Belloubet a révélé les conclusions de l'enquête administrative suite à l'agression de Samara. Cette adolescente de 13 ans, rouée de coups à la sortie de son collège à Montpellier le 2 avril dernier, la mère et la grand-mère de Samara avaient accusé l'établissement de ne pas avoir assez protégé la jeune fille des menaces qui pesaient sur elle. Mais Nicole Belloubet a confirmé que les équipes éducatives avaient fait leur travail. Le collège, au vu des éléments qui étaient portés à sa connaissance, a fait tout ce qui était en sa possibilité de faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un suivi de l'élève. Elle a été entendue plusieurs fois, je veux dire, par les équipes éducatives avant le drame qui s'est produit. Et au vu des éléments qui étaient portés à leur connaissance, les équipes éducatives ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Pas de négligence du collège? Je n'ai pas relevé, et l'enquête administrative n'a pas relevé de négligence. Le deuxième point qui est à relever, c'est évidemment le fait que les réseaux sociaux, et notamment ces fameux comptes Ficha, sont sans doute à l'origine de ce qui s'est passé avec des images qui ont circulé, qui étaient considérées comme porteurs de mépris, de haine, etc. Mais ce que dit l'enquête, c'est qu'il y a certainement un contexte communautaire, mais que celui-ci s'est sans doute trouvé accentué par les images qui ont été véhiculées sur ce compte Ficha. Des déclarations qui ne passent pas du tout auprès de la mère de Samara qui a réagi auprès de nos confrères d'RTL. Elle se dit très choquée par les conclusions de cette enquête. Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ma fille, elle soit protégée? Pour moi, pas grand-chose. Voilà. Moi, j'ai parlé avec le professeur principal de ma fille qui m'a dit, les élèves, ils sont pas là pour discuter avec votre fille, ils sont là pour la frapper. Quel était son devoir, on va dire, c'était normalement à l'enquête de le déterminer, mais eux, ils estiment qu'il n'y a pas de négligence. Ça me perturbe. Comment on peut expliquer qu'une enfant
qui ait vécu tant de choses pendant tant de temps, c'est uniquement un conflit entre des élèves ou que ça relève que des réseaux sociaux. Non. Et sur ce sujet autour de la violence des mineurs, une circulaire pénale a été diffusée hier soir aux différents tribunaux pour les engager à appliquer une circonstance aggravante aux agresseurs lorsqu'il est question de préceptes religieux. Clairement, si une agression, quelle qu'elle soit, est motivée par le non-respect prétendu d'une religion, eh bien les juges en tiendront compte et alourdiront la peine du mineur incriminé. Et toujours sur France Inter, la ministre a également été interrogée sur les différents blocages d'écoles et d'universités pour protester contre la guerre à Gaza. Après Sciences Po, la Sorbonne, Tolbiac à Paris, des rassemblements ont été organisés aujourd'hui à Lyon et à Menton, près de Nice. Hier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé suspendre les subventions habituellement attribuées à Sciences Po, accusant la direction d'avoir capitulé face à la pression des étudiants. Et de son côté, Nicole Belloubet se désole que les débats légitimes autour de cette guerre se transforment en actions violentes. Ce que je ne comprends pas et je trouve ce qui est inacceptable, c'est que ces débats se transforment en blocage, en intimidation et qu'il y ait d'ailleurs des exploitations politiciennes de ces situations. Et ça, je trouve que c'est difficilement acceptable. Et on en vient à ce directeur d'école accusé d'islamophobie pour avoir mis en place l'uniforme dans son établissement. Il s'appelle Nicolas Bourrez. Il est le directeur de l'école élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, c'est tout près de Paris. Et hier, il a publié donc une vidéo sur X dans laquelle il interpelle Nicole Belloubet et Gabriel Attal. Regardez. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune. Un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui est farouchement opposé, me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, dans toute la commune. Des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené. On connaît déjà plusieurs histoires malheureuses, donc je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés. Selon nos confrères d'RMC qui se sont rendus sur place, peu de parents ont finalement porté attention à ce tract, là où d'autres ne comprennent pas ce que vient faire la religion dans un débat autour de l'uniforme. Nicolas Bourrez a porté plainte pour diffamation, il s'est mis en arrêt maladie et l'Éducation nationale a signalé l'affaire au procureur de la République tout en renforçant la sécurité de ce directeur d'école. Et on termine avec cet encadrant du service national universel accusé d'agression sexuelle sur plusieurs mineurs à Vesoul. Selon la procureure de la République, 7 adolescentes de 15 à 17 ans ont dénoncé des gestes inadaptés au cours de la session débutée le 15 avril dernier à Vesoul par cet encadrant âgé de 19 ans. Ils ont porté plainte. Le suspect a été placé en garde à vue et il aurait justifié son geste par un viol dont il aurait été lui-même victime à l'âge de 5 ans. Il a évidemment été mis à pied du service national universel en attente de son jugement. Merci beaucoup Loïc pour ces informations. Le Centre national du livre tire la sonnette d'alarme. Selon une étude réalisée par Ipsos sur la pratique de la lecture chez les 7-19 ans, la pratique s'effondre au profit des écrans, mais pas que. Sont-ils seulement moins tournés vers les grands classiques ou vraiment en plein rejet, notamment au profit des écrans? On en parle dans la question du jour avec nos invités. Je suis ravie d'accueillir sur notre plateau Philippe Houpé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis ravie, vous êtes expert en littérature et fondateur de la librairie en ligne qui s'appelle Dolpo. Pascal Perrault, bonjour. Enchanté. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général du Centre national du livre. Pascal, vous avez donc confié à Ipsos le soin de mener une enquête sur la pratique de la lecture en France et le constat est clairement alarmant. En tout cas, je le dis, vous le dites aussi, et nombreux sont à le dire aujourd'hui, d'autant qu'il est concomitant avec celui commandé par le président de la République, intitulé « À la recherche du temps perdu ». Il est composé d'experts sur le sujet de l'utilisation des écrans. C'est un autre sujet, mais j'ai l'impression, et je pense qu'on va en discuter tous les trois, que ces deux sujets sont extrêmement liés. D'abord, un chiffre qui est sous vos yeux, puisque je vois que vous avez le rapport ici. Ce rapport montre que
1h25 de lecture par semaine contre 5h10 de temps d'écran chez les 16-19 ans. Que dit-il, ce chiffre ? Effectivement, on constate à travers les études que nous menons maintenant depuis 6 ans, puisque c'est une étude, les jeunes Français à la lecture, que nous menons tous les 2 ans pour mesurer l'évolution des pratiques de lecture chez les jeunes, ce qui peut aussi leur donner envie de lire, ce qui les empêche de lire. Et nous constatons, sur les 2 années qui viennent de s'écouler, une certaine accélération de la baisse de la lecture, une accélération qui est assez préoccupante, qui se matérialise, je dirais, si on veut la synthétiser, par 2 chiffres qui sont particulièrement parlants. Chez les 16-19 ans, plus d'un tiers des jeunes de 16 à 19 ans déclarent ne plus avoir envie de lire pendant leur temps de loisir. Et puis, un deuxième chiffre qui est également assez éclairant, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur leur écran qu'à lire des livres. Et donc, on a une corrélation assez nette en fait qui se dégage de cette étude que nous avons menée avec Ipsos, une corrélation assez nette entre une augmentation du temps des écrans, du temps passé sur les écrans entre 7 et 19 ans. Par tranche d'âge, on voit que le temps d'écran est toujours plus important, jusqu'à 5 heures pour les 7-19 ans, et corrélativement, une baisse du temps de lecture. On a même, chez les jeunes garçons de 16 à 19 ans, on arrive à 7 minutes seulement par jour. On va détailler ça ensemble, chaque chiffre et chaque point. J'aimerais juste vous faire réagir, Philippe Houpé, sur l'idée, effectivement, de ce temps d'écran et de cette baisse de la lecture. Est-ce que, finalement, c'est si alarmant que ça, vu la société actuelle ? On est envahi aujourd'hui par les écrans et par le numérique. Le numérique n'est pas que négatif. Le numérique peut être aussi positif, et on l'a vu déjà avec l'avènement, tout simplement, d'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à la fois étonnant et aussi alarmant ? Alors, étonnant, non, c'est pas étonnant, parce que là, on est vraiment envahi par les écrans et les jeunes sont complètement absorbés par le temps d'écran. Alors, à ce niveau-là, oui, ça commence à devenir un peu inquiétant aussi, quand même, que le temps de lecture baisse à ce point-là, et chez les jeunes garçons et filles. Hein. Parce que chez les filles, c'est un petit peu moins pire, on va dire, que chez les garçons, mais c'est quand même effrayant. Après, c'est au libraire de trouver une nouvelle proposition pour ramener les jeunes vers la lecture. Ou en tous les cas, d'arriver à un palier de lecture pas aussi faible que 7 minutes, parce que 7 minutes de lecture, c'est pratiquement rien. Et puis si en plus vous rajoutez que c'est de la lecture de manga et qu'en plus ils font autre chose en lisant, il n'y a pratiquement plus rien. Et donc non, il faut réagir, il faut aller vers les jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux, vendre du livre, expliquer les livres. TikTok, on en parle souvent en mal, mais aussi il y a beaucoup d'influenceurs sur TikTok qui font un véritable travail sur le livre, et tous les genres. Voilà. Donc le numérique peut être positif à certains égards. D'ailleurs, est-ce qu'on comptabilise dans cette enquête la lecture sur le numérique ? Je pense aux tablettes qui permettent de lire les livres. Ou les journaux, par exemple, les quotidiens. Non, quand on parle du temps d'écran, en fait, c'est le temps hors lecture numérique. Effectivement, on constate par ailleurs une augmentation de la lecture sous la forme des écrans, mais là, on parle bien du temps d'écran hors lecture. D'accord. Alors, les experts, donc, je disais, de ce rapport remis aujourd'hui, donc là, un autre rapport commandé par le chef de l'État sur la notion des écrans. Je voudrais juste insister sur ce point, parce qu'on voit bien à quel point, finalement, les deux sujets sont extrêmement proches. Recommande donc pas d'écran du tout avant l'âge de 3 ans, pas de téléphone avant 11 ans, pas de réseaux sociaux avant 13 ans. Vous souriez parce que j'ai l'impression que vous vous dites c'est impossible, c'est ça ? Alors, je me permets. Pas spécialement, parce qu'en fait, non, mes enfants ont eu leur téléphone portable à 15 ans. Voilà. Ils l'ont eu à 15 ans ? Ouais, mais vos enfants ont quel âge ? Au lycée, aujourd'hui. Maintenant, ils ont 20 ans, 22 ans. Donc, voilà. Est-ce que c'est peut-être la raison ? Est-ce que vous pensez que si vous avez des enfants aujourd'hui de l'âge de 10, 11 ans, vous arriveriez encore à maintenir cette décision ? À les convaincre. Faut aussi que les parents montrent l'exemple avec les écrans. C'est que ou le téléphone. Si les parents, les 65 ans, passent 4 heures par jour devant un écran aussi. Donc quand vous donnez un peu des leçons de morale à vos enfants en disant non, il ne faut pas être trop sur ton téléphone, etc., que font les parents en face ? Pour faire le lien avec la lecture, est-ce que vous pensez qu'un enfant qui n'a pas de téléphone portable avant 11 ans, puisque c'est la recommandation faite dans ce rapport, ira davantage vers la lecture ?
Oui, je crois que ces préconisations sont très bonnes. En tout cas, au Centre national du livre, on souscrit totalement aux préconisations de ce comité d'experts, puisqu'il s'agit de sanctuariser un temps de lecture. On ne dit pas qu'il ne faut pas d'écran du tout, ça n'aurait aucun sens, effectivement, mais il faut reprendre la maîtrise de son temps. Dans les écrans, il y a une sorte d'addiction, en fait, qui se manifeste. Et cette addiction, elle se manifeste par un temps d'écran qui vient phagocyter, en quelque sorte, tout le temps restant. Quand vous passez 5 heures de temps sur un écran, évidemment que vous n'avez plus le temps de faire grand-chose à côté, et notamment le temps de lecture, mais pas uniquement. Temps de sport, temps de jeu, etc. Et donc, il est important de sanctuariser un temps de lecture, puisque je crois que nous ne sommes pas rendus compte véritablement des effets négatifs des écrans. Ces effets sont très importants, et c'est pour cela qu'il est vraiment fondamental de reprendre en main le temps et que les enfants s'habituent à mieux maîtriser leur temps. Alors les parents, vous en parliez, passent effectivement aussi beaucoup de temps. Nous sommes parents aussi, on passe beaucoup de temps sur nos écrans, on vit dans une ère totalement numérique. Et effectivement, est-ce qu'il y a un effet mimétisme selon vous, Philippe Houpé ? Oui, très probablement. Je pense que tout parent s'est rendu compte que lorsqu'on explique des choses à ses enfants, il vaut mieux être en cohérence entre nos actes et nos paroles. Oui, il faut évidemment que les parents fassent très attention à montrer l'exemple de la lecture, à continuer à lire avec leurs enfants. Et on peut s'inquiéter très fortement à 15 ans que les jeunes lisent très très peu. Mais en fait, le décrochage, votre étude est vraiment très bonne, disent aussi que ça arrive entre 8 et 12 ans. En fait, le premier décrochage de lecture, il est à ce moment-là. Et à ce moment-là où les enfants sortent un peu du giron de leurs parents, papa, maman, etc. Mais c'est là où il faut les accompagner. C'est là où je pense que, en effet, le smartphone, à 11 ans, il les absorbe immédiatement. C'est tellement plus magique pour un enfant que lui dire que son livre est bien. Oui, il aimait bien les livres. Mais le smartphone avec les copains derrière, ou les copines, et toute l'information facile et rapide, qui ne demande pas une grosse concentration, ça va les attirer. Donc il faut faire un véritable effort là-dessus. Sauf que là, on parle pas. Là, on parle des parents. Les parents, en l'occurrence, on apprend dans l'étude que 18% des jeunes qui déclarent qu'aucun de leurs parents ne lit de livres. Une augmentation de 5 points par rapport à 2022. Enfin, c'est vraiment très important comme augmentation. Donc ça veut quand même dire qu'il y a aussi beaucoup de parents qu'il va falloir aussi éduquer ou rééduquer à la lecture. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse encore éduquer les parents, on n'a pas cette prétention-là, mais il est évident qu'il y a un effet de mimétisme. Et on constate que les jeunes qui vivent dans des familles où il y a des livres, où les parents lisent plus également eux-mêmes. Donc c'est important, et d'ailleurs, même sur le temps d'écran, on ne peut pas inviter les jeunes à reprendre en main leur temps, à lâcher leur portable, notamment après le dîner du soir, si les parents ne le font pas eux-mêmes. Il y a un minimum d'exemplarité qui fait partie de l'éducation que l'on donne à ces enfants. D'autant que les spécialistes en neurosciences notamment ont montré que les écrans ont aussi pour effet de limiter les échanges intrafamiliaux, qui sont très importants aussi pour l'acquisition du vocabulaire, pour le développement du cerveau des enfants, pour le développement de leur culture et de leur empathie. Ce sont des données qui sont fondamentales qu'on perd avec ce temps d'écran. Ça, c'est du côté des écrans, pardon, mais du côté du livre, si on ne lit pas, on a un retard de langage aussi qui s'effectue. Alors ça, c'est les spécialistes en neurosciences, Michel Desmurger par exemple, qui a fait son livre très remarqué sur la fabrique du crétin digital, le met très bien en évidence. La lecture, et faites-les lire sur tome 2, la lecture, il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont mises en exergue dans cet ouvrage. La lecture permet d'assimiler un vocabulaire parce qu'on n'utilise pas oralement. Elle permet donc d'accumuler du vocabulaire, d'enrichir, d'améliorer l'écriture. Donc c'est fondamental pour l'apprentissage des connaissances.
la réussite scolaire. Et puis ensuite, la lecture, ça n'est pas que la réussite scolaire, c'est aussi le développement de l'empathie, l'acquisition de valeurs, le fait de pouvoir se forger une personnalité, qui sont des données tout à fait fondamentales, et même une capacité à s'exprimer. C'est-à-dire qu'on constate que les jeunes qui ne lisent pas ont souvent plus de difficultés à s'exprimer, à argumenter, et ça peut se traduire par des comportements violents, par exemple, oui, par la faute de pouvoir frustration. s'exprimer. Bien sûr. On peut parler aussi de l'imaginaire, parce que bien sûr, les livres, on le sait, développent l'imaginaire, et quand on voit la société dans laquelle on est, alors bien sûr, on pourra, pour chaque génération, dire que c'était difficile. Enfin, en tout cas, actuellement, ce n'est pas simple. Si on prend cette pandémie de Covid, si on prend évidemment le contexte des conflits partout dans le monde, si on prend l'inflation, si on prend tout ce qui se passe aujourd'hui, ce dérèglement climatique, cette peur absolue du futur, aujourd'hui, développer son imaginaire semble vraiment plus que primordial. Est-ce que c'est pas là où il faut insister ? Pascal Perrault. Vous avez tout à fait raison. La lecture permet de vivre d'autres vies que celles que l'on a, donc de se transposer dans le cerveau de personnages qui vivaient au XVIIIe ou qui vivent dans d'autres pays, et donc de se forger un imaginaire, de mieux comprendre les autres, et puis aussi d'inventer peut-être des solutions qui permettront d'aller mieux demain. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord, l'actualité n'est pas toujours très réjouissante, mais c'est aussi un moyen de se forger sa propre conception du monde et d'inventer le monde de demain, qui est l'enjeu de la génération dont on parle dans cette étude. Philippe Houpé. Ouais, dans l'imaginaire, il y a quelque chose de plus... Enfin, il y a quand même un aspect positif, c'est la romance. La romance, c'est un genre littéraire qui a été assez souvent dénigré pendant longtemps, mais c'est le genre littéraire qui se développe. C'est la dark romance ou c'est la romance? Parce que ce sont des choses différentes, non? La dark romance marche bien aussi, en effet. Voilà. Mais la romance aussi, la new romance, il y a quand même la romantaisie aussi qui fonctionne bien en ce moment. Donc c'est un imaginaire plutôt en ce moment orienté jeune fille, mais qui permet à toute une génération de lire. Avant, on a eu Harry Potter qui a sauvé probablement pas mal de jeunes de la lecture, qui a sauvé pour lire. Là, je pense que la romance et la dark romance, la romantaisie, c'est vraiment pas des facteurs de soutien du livre directement, et TikTok avec la mise en avant de toutes les influenceuses qui expliquent avec leurs mots, leur manière d'être à des jeunes du même âge qu'elles, et ça fonctionne. Ça fonctionne, vous voulez dire, ça donne envie aussi aux jeunes d'aller lire ces livres? D'aller lire et mettre un premier pied dans la lecture. C'est la romantaisie, d'accord, ok, c'est pas Victor Hugo, mais il y a déjà de la romance qui est franchement bien écrite. Il ne faut pas non plus voir ça comme des livres faits à la chaîne, pratiquement écrits par ChatGPT. C'est pas le cas, il y a de la vraie qualité, et donc il y a quand même un avenir pour le livre quand il va vers l'attirance, l'appétence des sujets pour les jeunes. Voilà. Pascal Perrault. Oui, alors on constate effectivement que les lectures sont très genrées. En fait, les garçons sont beaucoup plus sur les mangas, les bandes dessinées, et chez les jeunes filles de 12 à 19 ans, on constate une apparition très forte. C'est assez étonnant, pardon, mais vu la société actuelle où on essaie justement de dégenrer, je suis assez surprise. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que non seulement les lectures sont genrées, mais en plus, la dark romance nous préoccupe quand même. Parce que quand on parle de dark romance, on ne parle pas de... Il faut savoir que c'est très différent de la new romance. La dark romance, pour reprendre ce vocabulaire anglophone, puisque elle vient essentiellement des États-Unis, avec des autrices américaines qui dépeignent en fait des rapports entre les hommes et les femmes qui font part de violences physiques, psychologiques, parfois extrêmement dur, et ça doit nous interroger. C'est vrai qu'à l'ère où on parle beaucoup de MeToo, et là on se retrouve devant une lecture quasiment addictive en fait de certaines jeunes filles de 15-16 ans, de rapports qui heureusement ne ressemblent pas dans la plupart des cas à la réalité, qui peuvent présenter des dommages même psychologiques pour elles. Donc il faut quand même alerter, je crois, sur ces lectures. On a l'habitude de dire au CNL que toutes les lectures sont bonnes et qu'il est préférable de lire que de ne pas lire, mais là en l'occurrence il faut rester vigilant. Il y aurait sans doute quelque chose à imaginer pour mieux signaler ces livres. Alors, je vous rejoins complètement, mais donc une question se pose forcément. Face à un enfant qui va vous dire « moi je suis d'accord, mais uniquement pour la dark romance », vous diriez quoi ? Non, on peut discuter quand même avec son enfant, avec un enfant, et on peut lui dire regarde déjà la romantaisie, c'est plus sympathique. Alors en quoi c'est plus sympathique ?
En quoi c'est plus peut-être léger ou éthique? Souvent le fond est plus léger, plus amusant et plus fun. Oui, mais justement si ça ne lui plaît pas. Oui, mais il y a le thème de la romance, il y a le thème des choses. Après, Quand on n'aime pas les polars, par exemple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui. Si on aime les romans historiques, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Comment on fait? La romantaisie... Ça, c'est pas grave. Hein, si D'accord. Voilà. Je parlais sur l'insistance, si vous voulez, sur un genre précis de lecture. Après, il faut proposer des livres, d'autres livres à son jeune, tout simplement. Il faut lui montrer. C'est vrai que si le jeune choisit son livre, je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites, je crois qu'on a 3 fois plus de retours positifs s'il a choisi que si on l'a un peu imposé ou un peu forcé dedans. Mais bon, après, si votre enfant, votre jeune est trop orienté sur la dark fantasy vraiment dure, je pense qu'il faut discuter de plus de sujets avec elle. Parce que je voudrais juste qu'on réagisse aussi par rapport aux écrans. Forcément, on pense à cette problématique de la capacité d'attention ou de concentration, qui sont deux choses un petit peu différentes, qui se rapprochent, mais ce n'est pas exactement la même chose. Est-ce que, véritablement, à la fois, alors on va dire les écrans dans la globalité, plutôt les écrans récréatifs, ou surtout les réseaux sociaux, ont fait en sorte que, eh bien, les jeunes, ou même d'ailleurs les moins jeunes, sont dans cette logique d'immédiateté et donc de non-attention? Pascal Perrault. Oui, je crois qu'il y a une vraie bataille de l'attention à mener. En fait, on constate dans notre étude, notre toute dernière étude menée avec Ipsos, que 48% des jeunes font autre chose en lisant. C'est-à-dire qu'ils font quoi? Ils vont sur les réseaux sociaux, ils répondent à des mails, à des textos, et donc ce sont des sautes d'attention. J'ai les chiffres, pardon, je me permets, j'étais votre propos. 7-19 ans sont 36% à envoyer des messages pendant qu'ils lisent, 34% à regarder des vidéos pendant qu'ils lisent, 31% à aller sur les réseaux sociaux, 28% à parler au téléphone. Je ne sais pas comment on peut lire et parler au téléphone en même temps. Bien, ce sont des sautes d'attention et ça perturbe la lecture et ce qu'on lit et ça réduit le temps de lecture. Et donc, on a une bataille de l'attention à mener. C'est pour ça d'ailleurs que nous proposons, en lien et dans la continuité de ce qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale dans les classes, le quart d'heure lecture nationale que l'on fait tous les ans au mois de mars. En fait, il a pour objet de dire sanctuarisons un temps de lecture. Alors, on a évoqué un quart d'heure, mais c'est minimum un quart d'heure par jour. Maintenons un rituel de lecture quotidien pour favoriser la concentration et la maîtrise de son temps pour lire un minimum de temps tous les jours. Mais alors pourquoi le livre est vécu comme une contrainte? 84% des jeunes lisent pour l'école, leurs études, leur travail. Une fois qu'ils sont dans la sphère privée, terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? On ne peut pas dire que c'est que le numérique. Pourquoi tout d'un coup le livre est vécu comme une contrainte alors que tout d'un coup il y a eu un élan formidable, on l'a dit, pour les mangas? Qui veut répondre? Pourquoi? Alors ça c'est... Bon, alors Pascal peut-être. Disons que on a, et on peut s'en réjouir, une diversification considérable des divertissements. Par rapport à il y a 30 ans, le jeu vidéo s'est énormément développé, jeux vidéo en ligne, les écrans proposent aussi toute une série de divertissements. Et donc, c'est assez logique par rapport aux générations précédentes que le temps de lecture se soit réduit. On l'avait constaté déjà avec l'apparition de la télévision dans les années 70 et 80. Le temps de lecture dans un foyer qui accueille une télévision dans les années 70, c'est 40% en moins dans ce foyer. Donc, ce sont des phénomènes qui ne sont pas nouveaux. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il s'amplifie et que ces nouvelles sources de divertissement deviennent addictives. Et c'est là qu'il faut être vigilant sur certains réseaux sociaux, par exemple, qui récompensent le fait d'être présent sur leur réseau social plus de temps, par exemple. Alors, pardon, je rebondis, Pascal Perrault, parce qu'on a peu de temps, mais si, par exemple, à l'instar de Harry Potter, par exemple, énorme série qui a cartonné, d'accord? C'était complètement addictif pour les lecteurs d'Harry Potter. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer peut-être ce même système de récompense? Pourquoi pas? Pour pouvoir rendre les jeunes plus addictifs, mais au livre. Mais il y a d'autres initiatives de ce genre-là. Alors, c'est Edge of Chaos, c'est une initiative où c'est une start-up qui développe un jeu vidéo avec des moyens très importants et qui, en complément du jeu vidéo dessus, édite une saga sur le livre.
dans une saga de 7 tomes sur le sujet avec des auteurs Damasio, des auteurs connus. Et ça marche ou c'est que le jeu vidéo qui marche? Pour l'instant, ils ont fait le jeu vidéo. Ils viennent de sortir leur premier livre il y a une semaine ou quelque chose comme ça. J'ai plus la date en question. Mais là, vous arrivez à coupler le jeu vidéo et l'univers encore plus complet dans le livre. Et les adaptations audiovisuelles aussi, on constate, elles sont un facteur de lecture ensuite pour les jeunes qui regardent un film ou une série en fait sur les plateformes et qui ensuite vont avoir envie de lire plus. Donc effectivement, il peut y avoir un passage de l'un à l'autre. On essaie de le cultiver. Nous avons fait une autre étude peut-être pour une prochaine émission avec Bearing Point cette fois sur les adaptations audiovisuelles et leur impact en fait sur la lecture. Ah, bah, très bien, avec Joan, on en reparlera la prochaine fois. On n'a plus de temps. Nous, on peut le voir directement sur Dune, sur le livre Dune de Frank Herbert. On a eu une hausse de l'intérêt sur ce livre-là, qui n'est pas si facile que ça à lire, d'ailleurs. La série, elle est quand même complète. Elle était réservée aux passionnés de science-fiction un peu pointus, et maintenant, c'est le grand public qui la découvre. Comme quoi, tout est possible. Ce qui importe, c'est de donner envie de lire au plus grand nombre, et ça, il y a plusieurs moyens d'y parvenir, mais c'est fondamental, et ça doit inciter à une mobilisation collective. Eh bien, nous nous mobilisons en tout cas sur School TV pour cela. On est ravis de vous avoir reçu, Philippe Houpé, merci. Je rappelle que vous êtes expert en littérature et fondateur de la librairie en ligne Dolpo. Et Pascal Perrault, directeur général du Centre national du livre. Cette étude, on peut la retrouver, j'imagine, sur notre site, plateforme. Centre national du livre. Sur le site. Merci. Excellente étude. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur le plateau du Grand JT. On marque une courte pause. On se retrouve. Ils œuvrent aux 4 coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes de l'éducation. Qui sont ces entrepreneurs, ces collectivités et ces citoyens qui inventent et imaginent l'école de demain? On part à leur rencontre tous les jours et on les met à l'honneur dans l'école du futur, du lundi au vendredi, avec une bande de chroniqueuses et de chroniqueurs qui ont toutes et tous une idée derrière la tech. Et puis cette année aussi, je vais vous emmener faire un tour de France de ces initiatives positives et novatrices. Vous allez voir, inspiration garantie. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Yves Glémé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis particulièrement touchée de vous recevoir ici sur ce plateau. Vous êtes le président et le fondateur de Rêve de Gosse, une association qui évidemment milite sur l'acceptation des différences et bien sûr pour l'inclusion grâce à plein de superbes projets, notamment des rencontres avec des enfants au parcours, je le disais dans le sommaire, au parcours ordinaire et au parcours extraordinaire. Des vraies rencontres très fortes qui unissent ces enfants-là presque à vie finalement. Vous portez ce projet depuis maintenant plus de 25 ans. Vous avez fait ce joli livre Rêve de gosse, l'acceptation de la différence, les 25 ans, préfacé par le président Emmanuel Macron. Et cette bande dessinée Rêve de gosse que l'on peut retrouver aux éditions Glénat. J'en profite, je cite le président, car donc cette préface faite par lui, je ne vais pas tout lire, vous la retrouverez évidemment dans cette édition, mais il dit, je vais retrouver la phrase, face au handicap en particulier, à la différence en général, vous contribuez à défaire les préjugés et les peurs. L'envol chez vous est en même temps un éveil. Tout à fait, tout à fait. Au départ, on a mis notre passion, nous les pilotes, au service de ces enfants cabossés par la vie et par la maladie. Il y a 28 ans, c'était ça le thème. Après avoir été plusieurs fois sur les traces de l'aéropostale en Afrique, nous avons décidé avec quelques pilotes de mettre notre passion au service de ces enfants. Un an après, nous avons étudié et en disant non, on va continuer, mais on va surtout les faire travailler ensemble sur un thème que les éducateurs ou les enseignants choisiront. Et la récompense, ce sera un baptême de l'air sur toute la France. Et surtout basé sur l'acceptation de la différence et l'inclusion. Ces enfants qui ont pour certains un parcours difficile, il faut leur montrer qu'il y a des autres voies pour qu'ils aillent là-haut et qu'ils laissent au sol les entraves qu'ils ont sur la terre. Et ça, c'est, je crois, le plus important de notre mission, parce que pour nous, c'est une mission de
donner un peu de sourire à ses enfants, mais aussi aux parents et aux grands-parents, aux éducateurs. Et aussi d'ailleurs aux enfants qui ont un parcours, on va dire, ordinaire, hein, car ils découvrent enfin ce que c'est aussi l'altérité, ce que c'est l'altruisme, la solidarité, toutes ces notions dont on parle comme ça hein, et qui sont là, hein, latentes, mais qui ne sont pas forcément factuelles, pas réelles. Et là, elles le deviennent grâce à Rêve de gosse. Là, ils le deviennent parce que c'est tellement important. Et l'avion est le lien. L'avion est le lien parce que Saint-Exupéry, on disait, a écrit beaucoup avec Le Petit Prince sur tout ce que peuvent faire les enfants. Et notamment le verset sur la rose, où là c'est très important. Nous, on a souhaité ce travail que l'on fait et on n'a que des bénévoles. Je veux dire que la seule personne qui est salariée de l'entreprise, c'est l'assistante. Tout le reste sont des bénévoles. C'est des gens qui laissent pendant plus d'une semaine leur famille, leurs enfants, qui viennent faire Rêve de gosse, qui s'engagent à nos côtés et qui payent tout ce qu'ils ont à payer. Et nous, on les dirige, on a des directions des vols, parce qu'on ne peut pas voler comme ça, il faut bien que ce soit très technique. Et ça, c'est le plus important. On a des parrains qui nous rejoignent. Hein. On parlait hors antenne tout à l'heure de Michel Drucker, nous a rejoint, Laurent Cabrol, on a José Garcia, on a Véronique Jeannot, on a Clémence Bottineau, qui est la Miss France 2020. On a depuis peu... Alexandre Jolien, qui est un philosophe, hein, qui lui a une grande maladie. Il a eu le cordon autour du cou quand il est né, donc, mais c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur qui connaît bien le handicap. Et donc, c'est une joie pour nous de travailler avec lui et de le mettre avec ses enfants, puisqu'il vient ouvrir les baptêmes, c'est-à-dire qu'il vient avec nous pendant qu'on fait les baptêmes, et il va avec les enfants dans l'avion, et c'est pour nous une très belle récompense. Alors, ces parrains, on imagine combien ils sont heureux d'être avec vous. Vous parliez à l'instant des bénévoles aussi qui vous rejoignent, les parents de ces enfants, mais aussi des personnes de la société civile. Oui. Est-ce que c'est compliqué de les convaincre ? Non. Pas vraiment. Il faut trouver les bons mots, comme vous faites, vous, journalistes, pour essayer d'élargir le débat. C'est pas très difficile. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a 28 ans, excusez-moi le terme, on nous prenait pour des charlots. Parce qu'on s'occupait d'enfants handicapés, ça n'existait pas dans le milieu de l'aviation et du pilotage. Personne, en fait, ne se préoccupait d'eux, c'est ça que vous voulez dire ? Personne. On a mis 10 ans à être reconnu dans le sérail aéronautique. Parce qu'à un moment, on a tenu le coup, on a fait des choses, et ces personnes comme Michel Drucker et Laurent Cabrol nous ont beaucoup aidés. Ça ne m'étonne pas. À communiquer. Et quelque part, là, on a commencé à intéresser les gens et venir vers nous, etc. On s'est dit, on a gagné. Mais on se bat encore pour qu'il y ait quelque chose de bien pour ces gamins. Cette société se bat encore effectivement pour être totalement inclusive. En tout cas, c'est ce que disent nos politiques aujourd'hui. Oui. Ils disent que c'est évidemment un effort énorme à faire et qu'ils ont beaucoup à faire pour cela. Faut-il assez aujourd'hui ? Non, ils ne font pas assez, c'est dans la mesure où il y a plusieurs politiques et ministères qui rentrent en jeu. Nous, on est agréé par l'Éducation nationale, donc c'est déjà un pas de fait. On est également, on travaille beaucoup avec la protection judiciaire de la jeunesse. C'est important, le ministère de la Justice. Et également, on travaille avec la protection judiciaire de la jeunesse parce que ces enfants sont cabossés par la vie aussi. Il y a des cabossés par la maladie et cabossés par la vie. Et vous verriez ces gamins qui, au départ, roulent un peu les mécaniques, mais quand ils viennent et qui sont mis en place sur un village, comme on a un village avec des tentes tropéziennes qui parcourent toute la France, ce ne sont plus les mêmes. Ce sont des enfants qui nous écoutent, qui sont... on les prend pas en otage, on les prend pour leur expliquer, tu vois, cet enfant, il est handicapé. Toi, tu as la chance d'être en pleine forme.
Et là, le message passe très bien. Et parce qu'ils ont l'impression d'être entendus aussi par vous et par vos équipes, par les bénévoles. Et puis ce sont des enfants aussi, quand ils ont un parcours cabossé, qui évidemment ont aussi envie d'aider les autres. Et là, ils se sentent utiles. Bien sûr, mais il faut aussi là dire que tout ce qui est PJJ, tous les éducateurs, etc., sont des gens formidables. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas avancé comme ça, comme on l'a fait, parce qu'on a ces gens qui viennent nous aider, qui viennent nous donner des conseils en disant voilà, ça, etc. Recevra, excusez-moi. Non, je vous en prie. On recevra d'ailleurs à l'étape du Touquet la ministre des personnes handicapées qui viendra voir sur le terrain ce qu'on fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe, en fait? Parce qu'on parle du tour aérien qui relie plusieurs villes-étapes, je crois 9 villes-étapes, c'est ça? Où les bénévoles, les chevaliers du ciel, offrent à chaque enfant une journée magique, c'est bien cela? Oui, une journée magique. Alors, si vous voulez, on arrive le matin à 10h. Là, cette année, on viendra avec 29 avions, plus un avion de l'armée de l'air qui est mis à disposition par l'armée de l'air. Un CASA qui peut transporter en cas de mauvaise météo, parce qu'on est un peu tributaire de la météo, plus de 25 enfants. Donc merci au chef d'état-major de l'armée de l'air de mettre à notre disposition cet appareil. Ouais. Là il y a un briefing du directeur des vols et les enfants viennent et par 3, ils montent dans les avions, les pilotes viennent les chercher. Les autres de l'équipage, qu'on appelle des sacs de sable ou des copilotes, viennent chercher les enfants, les emmènent, on prend une photo, etc. Et là, 20 minutes de vol où le commandant de bord leur montre comment fonctionne un avion, etc. Et s'il y a un problème, ils se reposent, mais il n'y a jamais eu de problème parce qu'il y a des enfants qui sont malades, ce qui est logique, parce que ça, des fois, le vent secoue un peu. Et après, donc, on leur remet un diplôme, on leur remet un sac de goûter, on leur remet tout ce qu'on aurait aimé avoir quand on était petit, cette journée rêve de gosse, cette journée magique. Cette journée magique, elle s'achève par, donc on le disait, le tout fameux tour aérien. Et surtout, il y a un village complet qui s'installe, c'est bien ça, avec des animations proposées par donc à la fois vos partenaires, c'est ça, par des clowns. Il y a des ateliers, comment ça se passe? Oui, il y a des clowns, maquilleuses, sculpteurs de ballons, plus les partenaires qui viennent avec des dessinateurs un peu humoristes, etc. Et tous les partenaires sont présents. Donc on a ce qu'on appelle un village de 20 tropéziennes qui sont là pour accueillir les partenaires avec les enfants. Et qu'est-ce que vous disent les enfants à l'issue de cette journée absolument magique? Alors les enfants, ils sont encore dans leur bulle. Ils disent pas tout, ils disent c'était bien. Ce sont les parents qui parlent. C'est surtout les parents. Ouais. Et les parents, pour nous, ça c'est important. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, ces enfants, on les prend en compte. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les parents ont quelques difficultés à pouvoir les mettre dans un centre aéré parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils sont pas comme les autres. Mais nous, on s'en fiche, au contraire. Au contraire, nous, c'est notre mission, parce que je parle de mission, et cette mission de l'acceptation de la différence et de l'inclusion, elle consiste à que ces enfants aient des étoiles dans leurs yeux. C'est normal qu'on ait des étoiles quand on va en l'air, mais là, je vais vous raconter une histoire très brève. On était en Belgique et on avait un enfant qui était dans l'avion avec 2 autres. Et l'enfant se met à chanter dans l'avion. Et le pilote lui dit « Mais tu chantes bien, mais pourquoi tu chantes ?»« Je chante pour mon ami. Il est là-haut, il est mort, il est là-haut. Oh. » Et bien pour nous, ça c'est une récompense extraordinaire. C'est que quelque part, on a permis à ce gamin qui était au parcours extraordinaire de s'exprimer et sur son ami et son copain qui étaient partis là-haut. Des moments absolument magiques, des sensations évidemment jamais ressenties auparavant. Et puis surtout ces liens, j'imagine, indéfectibles après. Important. Évidemment, d'ailleurs on le voit, vous êtes là depuis donc un petit moment, 25-28 ans, c'est à 28 ans 28 ans. 28 ans. Et je pense que ce n'est pas terminé, Jean-Yves. Vous n'allez pas lâcher l'association de ce pas. Et dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que les pilotes, 80% des pilotes sont les mêmes depuis 25 ans. Ils viennent, ils prennent, comme je vous l'ai dit en préambule, du temps pour venir, ils laissent leur famille, etc. Ils se mettent à disposition de l'association
Ils payent ce qu'ils ont à payer, ça c'est important aussi. Et là, pour moi, c'est la récompense suprême. Félicitations, vraiment bravo Jean-Yves Glémet d'avoir fondé et présidé toujours cette association Rêve de Gosse et cette journée magnifique que vous proposez pour tous les enfants en fait. On parle de parcours ordinaire, extraordinaire, mais finalement voilà, ça concerne tous les enfants, une équité absolue et surtout une inclusion maximale. Merci beaucoup d'avoir été. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci d'avoir été sur ce plateau. On va retrouver tout de suite Loïc Landreau pour sa chronique. Loïc, vous nous en parliez tout à l'heure dans le journal. Un rapport d'experts préconise de réduire drastiquement le temps d'écran des mineurs. Or, à l'étranger, beaucoup de pays ont essayé manifestement et sont revenus donc en arrière sur cette pratique. Oui, et le pays qui a été précurseur sur le sujet, c'est la Corée du Sud. Dès 2011, le gouvernement instaure un couvre-feu numérique de minuit à 6 h du matin pour les moins de 16 ans. En gros, les éditeurs de jeux vidéo devaient bloquer tous les accès à leur plateforme sous peine de sanctions qui pouvaient quand même aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Sauf que ces entreprises se sont retrouvées face à un problème de taille. Elles n'avaient aucun moyen concret ni légal de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Alors du coup, les grosses boîtes comme Microsoft et Sony décident à l'époque de bloquer totalement l'accès à leurs jeux pendant la nuit dans tout le pays, ce qui n'a évidemment pas plu à tous les joueurs majeurs qui, eux, n'avaient rien demandé à personne. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le jeu Minecraft, qui est utilisé aujourd'hui par 200 millions de personnes à travers le monde, est interdit de fait aux mineurs en Corée. Tollé chez les gamers, Nintendo qui développe le jeu se plaint puisqu'il perd évidemment beaucoup d'argent dans cette zone. Et finalement, cette loi sera abrogée en 2021 et elle sera remplacée par une simple approche basée sur la prévention. En Asie, le temps d'écran des mineurs est un réel problème de santé publique et c'est le cas aussi à Taïwan, Loïc. Oui, là on est en 2015, le gouvernement adopte une loi qui prévoit des amendes de 1 500 € pour les parents qui laisseraient leurs enfants devant les écrans trop longtemps. Sauf que, de l'aveu même du ministre de la Santé taïwanais, cette loi est principalement symbolique. Ses contours étaient d'ailleurs très flous au moment où elle est sortie, puisque comment voulez-vous contrôler chaque parent dans chaque foyer pour savoir si oui ou non ils laissent leurs enfants trop longtemps? C'est très compliqué. Et bien finalement, la loi n'a jamais été appliquée. En Chine aussi, il y a eu des restrictions très dures pour limiter le temps d'écran des mineurs. Alors, pièce d'identité obligatoire pour se créer un compte, temps maximal fixé à 3 heures de jeu par semaine pour les moins de 18 ans, interdiction pure et simple de certains jeux, au moins ça va plus vite, mais selon plusieurs études internationales, ces mesures n'ont eu aucun effet mesurable et concret sur les enfants qui trouvent toujours des solutions pour contourner les règles. Et aux États-Unis aussi, Loïc, plusieurs États ont mis en place des mesures drastiques pour protéger les adolescents. C'est le cas dans l'Utah. Vous savez, Salt Lake City, dans l'Utah, depuis le début du mois de mars, le gouvernement a imposé un couvre-feu numérique. L'accord parental est désormais obligatoire pour ouvrir un compte de jeu avant 18 ans et les adolescents doivent même partager leurs mots de passe de réseaux sociaux avec leurs parents. C'est obligatoire et il y a plusieurs textes qui sont d'ailleurs en cours d'adoption dans d'autres États. Et alors, en Espagne et en Irlande, plus proche de chez nous, ce sont les parents eux-mêmes qui ont pris les choses en main. Des groupes locaux ont décidé, en concertation, tous ensemble, de priver leurs enfants de téléphone portable jusqu'à 13 ou 16 ans. Ça dépend des régions et ça dépend des pays. Donc voilà, vous voyez que chaque État essaye de trouver des solutions pour protéger ses enfants, mais il est bien difficile quand même aujourd'hui de faire émerger une solution ou des solutions qui soient réellement efficaces. On consacrera notre émission de jeudi essentiellement à ce sujet. Merci beaucoup Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse Josiane. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève ? Moi, j'étais une élève très studieuse. Je faisais mes devoirs à temps. J'étais toujours prête à travailler en classe. T'étais la première de classe ? Des fois. Même si tu travaillais tout le temps, t'étais pas tout le temps la première. Ça m'arrivait des fois de... Moi, je pense que, j'ai toujours dit, je suis pas intelligente naturellement, comme j'ai toujours très travaillé fort pour avoir des bonnes notes. Donc, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé très fort. C'est comme ça que je vois ça. C'est-à-dire, tu te vois comme quelqu'un de studieux, oui, mais qui n'aurait pas eu naturellement des bonnes notes. Je sais pas, parce que j'ai toujours travaillé fort, donc je sais pas. Mais oui, j'ai toujours dû pousser pour me rendre où est-ce que je suis. Est-ce que tu étais un petit peu bavarde ?
Bavarde. Quand c'était le temps, je pense. Moi, j'avais très peur des profs. Je voulais qu'ils m'aiment, je voulais bien réussir. Fait que j'écoutais très bien. Puis quand c'était le temps d'être bavarde, oh là là, t'étais l'élève un peu faillotte, toi. Oui. Et on arrive à se faire des amis quand on est un peu faillotte? Oui, mais dans la cour d'école, j'étais quelqu'un qui était comme très énergique, très rassembleuse. Je voulais être un peu partout. Donc, j'avais du fun à l'extérieur des cours. Tu fédérais? Oui. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? Oui. Oui. Les élèves, les amis que j'ai grandi avec, c'est des amis que j'ai encore aujourd'hui. Puis surtout au secondaire, j'ai rencontré mes amis qu'aujourd'hui, on est encore ensemble. Secondaire, c'est quelle classe? Secondaire, je sais pas c'est quoi pour vous? Nous, d'abord, on va à l'école primaire, au collège, puis au lycée. Ah, OK. Ben nous, le secondaire, c'est... Attends, vous allez où? École primaire, collège, lycée. OK, collège. D'accord. C'est au collège que j'ai rencontré les amis que tu as encore aujourd'hui. Oui. Pour la vie, tu en es certaine? Oui, j'en suis sûre. Est-ce que ta scolarité, c'était aussi un bon moment, uniquement des bons moments? Je pense que oui. Je pense que globalement, pour moi, j'en retiens que des beaux souvenirs. C'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles quand on est jeune. On passe à travers des peines d'amour, des pertes d'amis, plein de choses comme ça. T'as déjà connu tout ça Oui, quand j'étais jeune. Oui. Mais je pense que c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, puis c'est ce qui fait que je suis plus forte aujourd'hui. Si je te demande là, comme ça, spontanément, un souvenir d'écolière à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense que ce qui me vient en tête, rapide comme ça, c'est que on a fait un concours d'Halloween une fois à l'école, puis je me suis costumée. On était très jeunes, là. Tout le monde était comme des petites coccinelles, des petites princesses. Moi, je me suis costumée en vieux pépère. Je m'ai mis un oreiller dans la chemise, la moustache, la petite perruque, la canne, puis je me promenais. Puis tout le monde avait trouvé ça tellement drôle, puis j'ai gagné le concours. Ça a gagné? Oui. Puis c'était vraiment un beau souvenir. Puis encore aujourd'hui, les gens me disent « Ah, ton costume de pépère Albert! » On a tellement aimé ça. Je lui avais donné un nom, puis tout. C'était vraiment le fun. D'où t'étais venue l'idée? Je sais pas. Honnêtement, moi, à chaque Halloween, on allait all out, moi puis ma maman. Fait que c'est vraiment moi puis ma maman qui avait préparé tout ça. Ah, c'était l'idée de ta maman, en fait, au final. Oui. Elle voulait pas que tu sois trop mignonne comme les autres. C'est ça. Mais enfin, elle t'a permis de gagner. Oui. Exactement. Ça, donc, du coup, ça serait un moment drôle, un bon moment. Oui. Est-ce que tu avais un prof préféré ou une matière préférée? J'aimais beaucoup les sciences. Je pense que tout ce qui était biologie, anatomie, ça m'intéressait beaucoup. Fait que c'est ça. Puis comme prof, j'aimais beaucoup les profs qui étaient comme super interactifs, qui faisaient des activités dans les classes, qui posaient des questions, donc qui rendaient pas ça trop magistral. Donc, oui, tu avais besoin que ça bouge un petit peu. C'est ça, exactement. Que ça soit vivant. Exact. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière cauchemar? Tout ce qui est l'histoire. Oh, je suis pourrie là-dedans. Mais plus que je vieillis, plus que j'aime ça. Mais quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah, ils sont tous morts de toute façon, ça me dérange pas. » Mais là, maintenant, je réalise l'importance de comment c'est beau, comment c'est cool. Tu sais, j'ai venu visiter Paris, puis tous les monuments qui sont historiques, c'est super intéressant d'apprendre là-dessus. Mais quand j'étais jeune, ça m'intéressait zéro. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Josiane, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Dans les idées fausses, il y en a que j'aime beaucoup, moi, parce qu'on les connaît mal, au fond, parce qu'on connaît mal l'histoire de l'éducation. Idée fausse, un cours, ça doit durer 1 heure. Ouais, pour être efficace. J'avais envie de parler de plein de sujets d'organisation de l'école. Mais là, c'est le truc qui a l'air totalement évident. Un cours, ça dure 1 heure. Dans l'émission sur culture, mais en fait, on peut tout changer. Par exemple, dans des établissements alternatifs, on peut se dire, voilà, les cours durent moins longtemps. D'ailleurs, j'étais à une conférence de presse sur l'Estonie, ça dure que 45 minutes. En France, c'est plutôt 50-55 minutes, parce qu'il faut quand même changer de salle de classe au collège et tout. Mais on peut se dire, on peut faire des séances plus courtes. On peut aussi imaginer qu'on fait, par exemple, plein d'anglais en début d'année, et puis ensuite, dans ces fameux établissements alternatifs, ça a pu être essayé. Et puis, on en fait un peu en entretien 1 heure par semaine pendant quelques mois.
parce qu'on aura bien travaillé la discipline. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire partout, hein, mais ça peut être des pistes quand l'équipe a envie de le faire pour changer les choses. En tout cas, à l'heure de cours, c'est pas parole d'évangile, et je dis volontairement parole d'évangile parce que c'est les jésuites qui nous avaient quand même inventé tout ce système-là. C'est l'héritier de toute une tradition. Comment ça fonctionne concrètement, Hélène Modco? Alors Modco, c'est 2 interfaces. Une interface mobile pour l'élève, donc il va télécharger une application mobile sur son téléphone, et une interface professeur, qu'il va accéder via son ordinateur ou la tablette de l'école. Et donc l'idée, elle est simple. L'élève, il rentre en classe, il active Modco parce qu'il sait qu'avec son professeur, il a le droit d'utiliser son téléphone pour travailler, bien entendu. Et donc, ça, c'est à des fins pédagogiques. Totalement, parce qu'en effet, le temps de travail, le temps d'école, et pour apprendre le français, les maths et toutes les autres compétences fondamentales du programme scolaire. Donc oui, l'objectif, c'est comment on va apporter ce cadre, vous l'avez très bien dit, une bulle dans laquelle l'élève apprend à utiliser son téléphone pour autre chose que les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, tout en étant dans un cadre qui est contrôlé par le professeur afin d'éviter la perte d'attention, le désengagement et justement créer de l'interactivité avec l'élève. Ça veut dire que l'enseignant, il a sur sa plateforme à lui, il peut voir ce que les enfants font sur leur portable. Comment ça fonctionne concrètement? Alors, depuis la conception de la solution, on a été très vigilant quant à l'utilisation des données personnelles. Donc, Modco, c'est un grand enjeu. Totalement. Donc, on a suivi le principe de privacy by design. Donc, on ne demande que les informations qui sont essentielles pour faire fonctionner l'application et la solution. Donc la seule chose que le professeur va savoir, c'est est-ce que l'élève, il est bien dans l'environnement Modco? Oui, non. Il l'est très bien parce qu'il est dans des usages pédagogiques. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il est sorti de Modco. Alors là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il n'est pas dans un usage pédagogique. Alors là, on sait que l'élève, il est en train de faire autre chose. Il n'est pas sur une ressource que le professeur lui a partagée via l'application. Quel est le rôle des acteurs locaux, justement? Quelle place vous leur donnez et comment est-ce que vous collaborez? Alors, les acteurs locaux, ils sont importants d'abord pour faire la première chose qu'on fait quand on arrive sur un territoire après avoir discuté un petit peu en amont avec les différentes parties prenantes. Ils sont impliqués dans la fabrication de notre diagnostic territorial. Et c'est ce qu'on a fait à Arras, c'est ce qu'on va faire à Deauville. La première chose qu'on fait, c'est un diagnostic territorial sur 2 dimensions. La dimension écologique, quel est l'état écologique du territoire aujourd'hui, et puis on essaie un petit peu de se projeter dans ces évolutions. Donc on analyse un ensemble de paramètres sur les questions d'énergie, d'eau, de déchets, de gaz à effet de serre, tous les paramètres un petit peu écologiques. Et puis la deuxième dimension, c'est l'analyse des compétences et des besoins en formation. En fait, on regarde quels sont les besoins en métier, en compétences. Si ces besoins ne sont pas comblés, il y a une question donc de formation. Et donc, quelles sont les formations qu'il faut mettre en place? Soit les formations existent déjà, mais elles ne sont pas suffisamment connues. On a un certain nombre de formations au métier de la transformation écologique aujourd'hui qui ne font pas le plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'étudiants qui viennent dans ces formations parce qu'elles ne sont pas connues, parce que les métiers ne sont pas connus. Vous avez des exemples en tête, Denis Guibard? Oui, des métiers sur... Alors, il y a des enjeux sur les électromécaniciens, par exemple, où aujourd'hui, on va avoir... Alors, là, c'est plus un besoin nouveau, mais on va avoir besoin de beaucoup d'installateurs de pompes à chaleur. Parce que donc c'est aussi des métiers qui ne sont pas forcément très valorisés, très connus et sur lesquels il n'y a pas forcément des formations. Quand les formations existent, elles ne sont pas forcément connues et valorisées. Donc on a aussi un enjeu de sensibilisation, d'information, de découverte de ces métiers. On dispose d'études très intéressantes. Éric de Barbieux en a produit beaucoup, vous devez les connaître, Emmanuel, sur la violence à l'école, le harcèlement, mais aussi la violence tout court, sur les sanctions, leurs effets, qu'est-ce qui marche moins bien. Il faut s'en saisir. C'est-à-dire que pour répondre à ces affaires de violence, qui d'ailleurs ne se déroulent pas du tout à l'école. Déjà, l'école ne peut pas tout, donc ça, ok. Et ensuite, il faut réfléchir aux racines de la violence, de la brutalité aussi entre élèves. Par exemple, il y a la question du virilisme qui était posée par Éric de Barbieux. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'affirmer en fait son identité de garçon un peu dominant en se comportant hyper mal, en étant tout le temps puni? Mais là, c'est pareil, le regard, pardon, je vous coupe, mais c'est pour vous redonner la parole. Parce que le regard a changé, c'est comme sur le sexisme. Mais on avance, on progresse, et on connaît beaucoup plus de choses. Il a fallu les travaux de Sylvie Hérel pour formuler ce qu'on savait peut-être un petit peu,
C'est-à-dire que les punitions, c'est 85% des garçons et pour les plus graves, 97% des garçons. C'est une étude qui a plus de 10 ans. Pour quelle efficacité? On ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner. Mais il faut aussi se poser la question de l'effet de ces sanctions et de ce que ça permet d'obtenir ou non. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette édition. Merci à la réalisation à Romain Luc, au son Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi bien sûr. Oui, et puis avant ça, demain pour un grand JT des belles solutions pour l'école. C'est très beau JT, très beau JT, je l'imagine. Vous ferez ça avec soin comme d'habitude. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve donc demain.